Pierre, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, certains commencent à s'alarmer du niveau de cherté du marché, et pour l'illustrer, rien de mieux qu'un graphique, Mhm, celui de la capitalisation boursière mondiale sur le PIB mondial, et mhm, que constate-t-on? Eh ben, on n'a jamais été aussi haut avec ce mhm. ratio. C'est vrai. Donc, a priori, quand on regarde ça, on se dit, bah, les marchés ont beaucoup anticipé en fait la reprise, Mhm. mais est-ce qu'ils n'ont pas été déjà trop loin? Et est-ce que finalement, un tel graphique ne doit pas nous inquiéter et nous faire redouter un retournement de marché pour retracer un peu cet excès? Alors, la réponse à votre question revient au débat entre finalement les marchés sont-ils chers ou sont-ils trop chers. Et donc pour le moment, enfin nous souscrivons à la première partie, hein, donc les marchés sont chers. Est-ce qu'ils sont trop chers? On estime que non au regard des conditions de marché actuelles. Euh, le 120 points de PIB que vous évoquez, en gros c'est quoi? C'est la valeur des entreprises cotées sur la richesse créée au niveau mondial. Donc c'est clairement, donc on est sur des niveaux qui sont bien supérieurs en fait aux précédents points hauts des années 2007-2008. Si on prenait d'ailleurs, alors c'est encore exacerbé aux États-Unis, hein, si on regarde le même ratio, c'est-à-dire que la valeur des entreprises américaines cotées par rapport à la richesse créée aux États-Unis, là on explose en fait les plafonds. On est à 190 points de PIB, au dernier point haut on était à 150, vous vous rendez compte, 40 points de PIB au-dessus. Donc ça peut se traduire par quoi? Les gens disent donc on a une déconnexion de plus en plus patente entre la valorisation des marchés et l'économie réelle. Oui, la réponse est ce constat en fait de la cherté historique des marchés. Eh bien, il ne faut pas le nier. On n'a jamais eu des marchés aussi chers. Et d'ailleurs, si on prend d'autres indicateurs, Oui. comme le PER de Schiller, Hmm. on est également à des niveaux qui Qui sont sont historiques. extraordinaires. Alors, historique, il n'y a qu'une seule fois en fait où on l'a dépassé. Alors, PE sans Schiller, c'est quoi? Pour que les internautes comprennent bien, c'est le nombre d'années de bénéfices que les investisseurs sont prêts à acheter l'entreprise. En gros, combien d'années de bénéfices je suis prêt à acquérir dans l'entreprise? Est-ce que c'est 10 années? Est-ce que c'est 15 années? Est-ce que c'est 20? Est-ce que c'est 25? Donc évidemment, quand c'est 25 années d'entreprise, ça veut dire que les investisseurs sont très optimistes et sont prêts à acheter cher l'entreprise, alors que dans des moments, lorsqu'en gros ils sont prêts, le PER est à 10, ça veut dire qu'ils achètent simplement 10 années de bénéfices et donc ils sont plus exigeants. Donc en gros, on achète les marchés là sont pas chers. Donc là, le graphique que vous évoquez, il est vraiment parlant, parce que ça nous permet de prendre de la hauteur, hein, une perspective historique formidable, puisqu'on dispose de cet indicateur sur 150 ans. Et il nous dit quoi? Aujourd'hui, les investisseurs sont prêts à acheter à un niveau de prix, les marchés actions, supérieur à ce qu'ils étaient prêts à acheter en 1929, supérieur, même très supérieur à ce qu'ils étaient prêts à acheter en 2007-2008. Le seul épisode de l'histoire durant lequel les investisseurs ont été prêts à acheter plus cher les marchés actions qu'aujourd'hui, C'était lors de la bulle Internet. fin des années 90, début des années 2000, ça n'a pas duré très longtemps d'ailleurs. Et c'est vrai que quand vous regardez la forme de la courbe, hein, il y a le niveau et puis aussi la pente de la courbe, Mm. eh bien on caracole et on se rapproche à grandes enjambées de ce niveau-là. Alors ça, c'est un état de fait, mais qui doit quand même être contrebalancé par un autre niveau de cherté historique qui explique probablement un peu tout ça, qui est le niveau de taux d'intérêt, les niveaux des taux d'intérêt au niveau mondial. Il ne faut quand même pas oublier que les niveaux de taux ne sont plus à 4 ou 5 comme c'était le cas en 2007-2008, que ce soit aux États-Unis ou en Ils sont Europe, complètement aux écrasés. 5 ou 6 à la fin des années 90 et 2000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'une certaine manière, c'est pas anormal d'acheter les choses plus chères puisque l'argent coûte moins cher. Donc, in fine, donc les marchés actions sont plus chers parce qu'aussi les taux d'intérêt sont beaucoup moins chers que par le passé. Donc, c'est quand même un catalyseur très important qui doit nous faire relativiser ces comparaisons historiques. Comparaison n'est pas toujours raison. C'est intéressant, mais voilà, l'histoire se répète rarement, mais rime souvent. Donc on a plein de choses en fait à retirer des mécanismes du passé, mais très concrètement aujourd'hui, on a quand même un facteur conditions de financement extrêmement favorable, liquidité surabondante sur les marchés, qui explique en fait ce niveau de cherté là et qui font que on n'est pas, selon nous, on ne doit pas aujourd'hui qualifier les marchés de marchés en surchauffe. C'est prématuré au regard de ces conditions de financement et d'un deuxième paramètre très important à avoir en tête, du flux de bonnes nouvelles sur le fond de l'économie
et de la microéconomie, c'est-à-dire des informations dispensées par les entreprises qui affichent des résultats qui sont extraordinaires. Et je crois que ce double phénomène de très bonnes nouvelles sur le front de l'économie, de la macroéconomie et sur le front de la microéconomie, doublé de conditions de financement, de niveau de taux d'intérêt historiquement bas, eh bien, elle crée une espèce de cocktail parfait pour les investisseurs, finalement, quelle que soit la classe d'actifs achetée. Donc, encore une fois, vous montriez la cherté des obligations, eh bien, on est au top, tout comme le marché des actions. Mais c'est parce qu'on a vraiment ce moment, on est dans un moment où les planètes sont alignées en ce sens. Donc, ce sont des facteurs très positifs qu'il faut prendre en considération dans votre jugement vis-à-vis finalement des marchés financiers dans leur ensemble. Alors pour visualiser justement ces anticipations de croissance bénéficiaire, il faut peut-être afficher un autre indicateur qui est le PEG ratio. Oui, alors c'est très intéressant d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Vous prenez le niveau de cherté des marchés actions tel qu'on l'a mentionné jusque-là, très élevé, mais vous le pondérez au regard de la croissance bénéficiaire affichée par les entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous le conditionnez à la qualité des nouvelles issues des entreprises. Et bien, là, quand vous regardez ce ratio, donc le niveau de cherté relativement à la santé des entreprises, eh bien, la qualité des informations diffusées par les entreprises, la santé des entreprises actuelles est telle que là, vous renez dans la norme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que oui, les marchés sont chers, mais aujourd'hui, ils sont soutenus et alimentés par un flot de bonnes nouvelles issues des entreprises qui est formidable. Et quand on dit formidable, là aussi, les chiffres sont importants. C'est le monde dans lequel on vit. Au premier trimestre de l'année, les entreprises américaines ont affiché une croissance bénéficiaire de plus de 50%. Vous savez, alors qu'au 31 mars, les observateurs attendaient combien? Plus 24%. Un mois et demi plus tard, on s'est rendu compte que ce n'est pas 24% de croissance bénéficiaire qu'ils avaient fait, c'est plus 53%. 87% des boîtes ont surpris positivement les attentes. Alors vous allez me dire, c'est toujours le cas aux États-Unis, mais pas dans ces proportions. Non, habituellement, c'est 72. 72-74%. Oui. Donc on est au-dessus de la moyenne. Très bien. Très mais on a des effets de base considérables aussi. Les raisons à cela sont évidentes. Il ne faut pas les surestimer. Les facteurs conjoncturels qui expliquent les bonnes nouvelles macroéconomiques et microéconomiques, là, pour le coup, tout le monde s'en rend compte. C'est-à-dire que surtout en France actuellement, on est en pleine période de déconfinement. On a mis sous cloche les économies pendant un an, mis sous cloche aussi la vie de nos entreprises, et là vous libérez, vous enlevez la cloche évidemment, pendant les mois à venir et les trimestres à venir, on aura des bonnes nouvelles sur le front de la macro et donc de la microéconomie des entreprises, mais c'est par construction. Donc il y a des effets de base qui expliquent en réalité ces bonnes nouvelles, mais ce n'est pas parce qu'il y a des effets de base qu'elles ne sont pas là. Et dans un contexte où les bonnes nouvelles macro et micro se maintiendront tout au long des trimestres à venir, il nous paraît très aléatoire de miser sur un retournement fondamental de marché. Les marchés sont chers, mais aujourd'hui, les catalyseurs qui les maintiennent sur ces niveaux-là sont probablement encore là et toujours là pour les mois à venir. Donc c'est ça, c'est vraiment, comprenez bien que c'est une question de catalyseurs de contexte. Donc des marchés chers, oui. Des marchés trop chers, non, au regard de la qualité des informations aujourd'hui diffusées par le monde réel, celui des entreprises. Quand vous achetez une action, vous n'achetez pas du papier. Vous achetez un titre de propriété d'une boîte qui vend des choses et qui, à la fin, en fonction, donc, qui retranche au chiffre d'affaires réalisé, donc toutes les charges qu'il a fallu mobiliser pour pouvoir produire et vendre, et qui, à la fin, reste un bénéfice. Donc c'est bien ça dont on parle quand on dit bonne nouvelle sur le fond de la microéconomique, c'est que le chiffre, à la fin, donc ce qui reste de votre chiffre d'affaires qui n'a pas été consommé par vos charges, eh bien, est très surprenant. Donc c'est ça que vous achetez. Et vous êtes donc propriétaire de cela. Et lorsqu'on est dans un contexte où les entreprises ont la capacité à continuer de donner des nouvelles et des signaux qui sont positifs, c'est très peu probable qu'on ait autre chose que des respirations sur les marchés. Ça, c'est pour 2021. Mais j'aimerais vous montrer un autre graphique issu de la recherche d'AlphaValue. Alors AlphaValue, c'est un cabinet d'analyse financière indépendant. C'est le premier. Bravo à lui. Oui, absolument. Et de la recherche indépendante, on en a besoin. AlphaValue couvre 450 valeurs européennes, parmi les plus grosses. Alors c'est intéressant parce qu'ils ont produit ce graphique que tout le monde voit apparaître actuellement et qui retrace en fait en agrégé la génération de profits, de résultats par ces mêmes entreprises.
C'est un historique sur 15 ans. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le dernier point, c'est 663 milliards d'euros attendus de profit, le sont pour 2022. Donc là, c'est le seul chiffre qui relève de l'estimation. Bon, celui de 2021, il est quasiment acquis. Ce chiffre de 663 milliards, il est bien au-dessus de cette moyenne, enfin, de l'historique qui s'affiche ici. En fait, on n'a jamais réalisé ça. Oui, donc, est-ce que les anticipations du marché pour 2021 sont relativement correctes, mais est-ce que pour 2022, puisque le marché commence à intégrer tout ça, 2022, voire 2023, là, ne sont pas un peu outrancières? Alors, la réponse est clairement oui. Donc attention, hein, les horizons de projection sont importants. Donc nous vivons actuellement dans des flux de bonnes nouvelles issus en fait de l'année qui vont continuer d'arriver en 2021. Au deuxième trimestre. Tout à l'heure, j'ai parlé des chiffres du premier trimestre aux États-Unis. On va revenir sur vos chiffres en Europe pour 2022. Sachez une chose, c'est que le plus 50% affiché au T1 va rester plus 50% affiché au deuxième trimestre. Et qu'on aura encore des chiffres extraordinairement positifs au troisième et quatrième trimestre. Donc ça, c'est l'environnement du moment. Et c'est celui dans lequel on vit. Après, se pose la question derrière de la suite. Et là, la suite est intéressante. Ce que vous mentionnez là en Europe, vous le retrouvez aussi aux États-Unis. Les projections actuelles et les anticipations actuelles sont démentes. C'est-à-dire qu'il y a une confusion qui est faite chez les observateurs, chez les analystes qui se projettent, qui analysent les entreprises, sur les dynamiques et les tendances actuelles qui sont très favorables, essentiellement parce qu'il y a un effet de base, ou un manque à gagner qu'on récupère en fait en 2021, un effet de base, des relances budgétaires qui soutiennent aussi toute cette dynamique-là, des déconfinements qui font qu'on libère en fait une consommation donc, qui va être boostée par le surplus d'épargne accumulé en fait au cours des derniers trimestres. Donc vous avez des facteurs qui font que 2021 c'est acquis, c'est formidable. Mais attention, les années qui suivront ne bénéficieront plus, ou moins en tout cas, de ces facteurs favorables. Et là où vous avez raison, il faut s'interroger sur la suite, c'est que les projections et les anticipations pour les années 2022, et même si vous allez au-delà de 2023, sont beaucoup trop importantes au regard du niveau de croissance potentielle de nos économies. N'oublions pas d'où nous venons. C'est-à-dire que la réalité de notre monde, des économies avancées, c'est que le taux de croissance potentielle ne cesse de décliner depuis maintenant une quinzaine d'années. Ça s'est renforcé au cours de la décennie 2010. Ça se renforcera dans la décennie 2020 pour une raison structurelle qu'on a déjà beaucoup débattue ensemble, essentiellement associée au vieillissement des populations de partout dans le monde. Donc ça, c'est des éléments factuels. À un moment donné, la croissance, les chiffres, je dirais, diffusés par les entreprises ne peuvent pas être déconnectés de la richesse qu'on crée dans les zones. Et donc, 2021, très favorable parce qu'on a plein de facteurs et les planètes sont alignées. 2022 et 2023, les anticipations sont trop importantes. Et là, il y aura un vrai risque. En revenant sur le PEG ratio, celui qui était le niveau de cherté, contrebalancé par la qualité des croissances bénéficiaires affichées, in fine, lorsqu'on n'aura plus ces facteurs favorables, ce PEG ratio va revenir sur des niveaux qui seront dangereux parce qu'on aura toujours des marchés très chers, mais plus le flux de bonnes nouvelles issues des entreprises qui le légitiment. Et là, warning, qu'est-ce qui se passe ? On regarde des anticipations très élevées, le potentiel de déception peut être grand. Il est évident qu'au regard du niveau d'altitude atteint par les marchés, beaucoup d'investisseurs risquent de prendre le vertige. Et donc là, on pourrait rentrer dans un cycle beaucoup moins drôle de correction majeure, parce qu'on n'aura plus le soutien des fondamentaux macro et encore moins microéconomiques. Donc vous voyez, c'est vraiment... Le sujet est une question de timing. 2021, c'est le moment dans lequel on vit actuellement, qui finalement relativise la cherté. C'est les catalyseurs suffisants pour le légitimer. 2022-2023, c'est autre chose. Donc, au fil du temps, d'ici la fin d'année, les marchés anticipants, on peut estimer qu'il y a un risque, à partir de la fin d'année, d'une sortie vers le bas peut-être des marchés. Évidemment, il faudra qu'on continue d'étudier la chose, mais là, il y a un risque. Là, pour les mois qui viennent, il est probablement surestimé. Donc, si je résume encore une fois votre pensée, vous me corrigez si je me trompe, les marchés ont besoin d'être agréablement surpris pour se maintenir. Or, ils vont l'être, puisque les tendances de croissance bénéficiaire sont au rendez-vous, en tout cas jusqu'à la fin d'année, grosso modo. Et après, on pourrait avoir des déceptions qui déclenchent la vente. Évidemment.
Mais évidemment, vous voyez bien le niveau de sensibilité des marchés. Prenons l'exemple des technos depuis quelques mois. Donc, et là, pour le coup, il n'y a même pas eu de déception. Les chiffres ont continué d'être bons. Mais au bout d'un moment, quand vous êtes à un niveau d'altitude élevé, la notion de vertige est intéressante. Hein. Vous comprenez bien que les marchés financiers, les investisseurs sur les marchés financiers, sont des êtres humains chez lesquels, on va dire, on peut lire en fait les sensations, les sentiments, le comportement est très, je dirais, dépendant de leurs humeurs. Et donc cette notion de vertige, véritablement, elle s'est déjà exprimée sur quelques valeurs techno. Et les gens, simplement parce que c'était cher, ont décidé en fait de vendre. Voilà. Alors ils n'ont pas vendu longtemps parce que les fondamentaux sont si bons que dès que ça baisse un peu, vous avez d'autres investisseurs qui reviennent sur ces marchés-là. Et on a des marchés qui se maintiennent. Parce que la qualité des chiffres sont bons. Donc dans la situation exactement la même chose, où l'année prochaine les chiffres seront probablement moins bons, eh bien les investisseurs risquent de vendre et de ne pas revenir de sitôt. Et donc on peut avoir là des corrections qui soient bien plus importantes. Alors, la qualité des chiffres, en effet, perdure du côté des technos, mais si elles ont corrigé, c'est aussi parce qu'il y a eu des petites tensions sur les taux et qu'on a un peu vendu les valeurs de croissance et les principales d'entre elles. Ce qui m'amène à une question tout de même, c'est, si je vous écoute, en gros, il n'est pas temps de sortir du marché, il n'est pas temps de vendre. En fait, il faut continuer à se laisser porter par la dynamique actuelle. En gardant en tête que 2022-2023 pourrait être beaucoup plus compliqué si d'aventure on a des déceptions, puisqu'on aura une rétraction de tous les mécanismes de soutien et on aura une dissipation des effets de base. Très bien. Mais aujourd'hui, un des grands préjugés ou des grands a priori, c'est qu'il faut être sur les valeurs dites value, c'est-à-dire les plus cycliques, les plus délaissées, celles qui ont le plus souffert de la crise, et se reporter sur elles au détriment des valeurs de croissance. Donc procéder à un arbitrage assez brutal. J'aimerais savoir si, selon vous, cet arbitrage a du sens, s'il est de bonne loi, et aussi, je développe la question, si au-delà de cet arbitrage, il faut également procéder à des arbitrages géographiques forts. Alors, avant de répondre à votre question, je vais peut-être compléter quand même sur la synthèse que vous avez faite, qui était brillante comme d'habitude, Vincent, de mes propos, même presque plus intelligible que ce que j'ai moi-même prononcé, donc bravo. Mais je voudrais quand même simplement pointer du doigt un point de vigilance qui peut, entre guillemets, mettre un grain de sable et anticiper ou faire anticiper une sortie de route précipitée par rapport aux horizons de projection que vous évoquiez, celle de la fin d'année, début d'année prochaine. Il y a un élément qu'il faudra quand même regarder de près, c'est l'inflation des coûts de production que beaucoup d'entreprises sont en train de subir aujourd'hui. Vous savez, augmentation des prix des matières premières, énergétiques, industrielles, alimentaires, transports, dans des proportions qui, elles, sont très importantes. Alors, on a déjà évoqué ensemble le risque inflationniste auquel on ne croit pas du tout, donc sur longue période. Mais, par contre, l'inflation des coûts de production, il est là. Et vous pouvez avoir quand même quelques entreprises, si jamais cette inflation perdure. On ne pense pas, on pense que tout ça est associé à des goulets d'étranglement qui sont très ponctuels, très conjoncturels, qui vont se dissiper assez vite. Mais si jamais ça perdure trop, on peut avoir des entreprises dont le modèle économique est déstabilisé par cela. Parce que, ayez quand même en tête qu'une entreprise, ce n'est pas un marché financier. Un marché financier, vous achetez une action, vous la vendez. Voilà, du jour au lendemain. Une entreprise, elle construit un modèle économique, elle a un carnet de commandes, avec un carnet de commandes rempli à des conditions de prix qui correspondaient, entre guillemets, à des coûts de production qui étaient celles qu'elle anticipait. Quand vous avez des coûts de production qui dérivent de 5, 10, 15, 20, 25%, qui doublent en assez peu de temps, vous pouvez avoir quand même des modèles économiques qui, alors même que vous avez des carnets de commandes pleins, deviennent déficitaires. Et plus vous avez vendu, plus vous perdez, parce que le coût de production surpasse en fait le prix de vente. Donc, attention tout de même, si jamais l'augmentation des coûts de production pour des questions, même si c'est ponctuel, continue en fait de caracoler, comme c'est le cas depuis quelques semaines. Alors, ces derniers jours, ça a tendance à se décroître. Mais là, on pourra avoir des mauvaises nouvelles prématurées sur le front de la microéconomie. Ce n'est évidemment pas dans les cours. Et si c'était le cas, il faudra, entre guillemets, là devenir plus prudent, plus vite que les horizons qu'on évoquait tout à l'heure. C'est le grain de sable qui pourrait en fait gripper la machine. Donc c'est quand même important d'avoir en tête les points de vigilance qu'il faut mentionner par rapport à cela.
Et Oui. autre peut-être point d'alerte, Mhm. avant qu'on revienne à l'arbitrage Mhm. value-growth et l'arbitrage géographique, tant est S'il y en qu'il est, a. Mhm. exactement, autre point d'alerte, et qui n'est peut-être pas intégré encore par les marchés, peut-être que c'est prématuré, mais c'est également la fiscalité qui va peut-être se durcir pour les entreprises. Évidemment, évidemment. Alors ça, oui, alors c'est un point de vigilance. Je dirais presque que c'est un blockbuster, mais qui sera probablement plutôt un sujet des années qui viendront qu'un sujet immédiat. D'immédiateté. Oui. Pourquoi? Parce que on sent bien que les autorités ont une sensibilité terrible et énorme, peut-être trop grande, mais bon, ça c'est un jugement de valeur. Mais il faut être factuel dans Mhm. l'observation qu'on pose aujourd'hui. Les autorités, qu'elles soient monétaires ou politiques, euh, ont une peur bleue de justement d'être les instigateurs du grain de sable dans la machine. Et tout ce qui pourrait aller à l'encontre de la reprise économique, tout ce qui pourrait aller à l'encontre en fait de la reprise financière ou de la poursuite du mouvement actuel, on sent bien que les autorités ne sont pas prêtes à l'assumer. Donc regardez, même aux États-Unis, alors effectivement, il y a les 15% de taux d'imposition général au niveau mondial. Bon, déjà, on verra l'implémentation. C'est Oui, un, c'est plus c'est un, sujet à caution, ça. voilà, Hein. et puis c'est un minimum. Mais regardez par contre de manière plus approfondie ce qui se passe ou les horizons en fait en termes de fiscalité aux États-Unis. On nous a dit 28% pour l'augmentation des taux de fiscalité, des taux d'imposition sur les sociétés de 21 à 28%. Et plus le temps passe, chaque semaine qui passe, on enlève des pourcents. Donc à la fin, on va se retrouver proche des niveaux actuels probablement, pour des raisons de compromis. Donc je crois qu'on est trop proche de la crise pour que les autorités se précipitent dans des politiques contracycliques, même si elles sont probablement bonnes sociétalement, hein, c'est mon point de vue, hein, ça pour le coup que j'assume, mais il est très peu probable qu'elles surviennent dans les mois à venir. Donc sur le grain de sable, on est beaucoup plus craintif sur les effets délétères d'une augmentation des coûts de production qui pourrait faire dériver certaines entreprises que sur un environnement qui deviendrait plus néfaste et plus défavorable aux entreprises au regard d'une évolution de la fiscalité en 2021. On verra en 2022, 2023, 2024 avec toutes les élections à venir et la nécessité de résorber les inégalités. Mais on va dire que c'est le coup d'après probablement, et là en l'occurrence, il ne faut pas du coup surestimer son impact immédiat. En effet, revenons à cette question de l'arbitrage growth Mhm. value. Donc, je vous repose ma question. Est-ce qu'il faut arbitrer en faveur de l'un au détriment de l'autre? Et plus spécifiquement, est-ce qu'il faut arbitrer en faveur de la value? Alors, bon, déjà, qu'est-ce que c'est growth versus value? Pour être caricatural, on va dire quand vous achetez de la growth, vous achetez des entreprises du secteur de la santé, du secteur technologique, avec de la visibilité, des perspectives de croissance élevées. Quand vous achetez du value, c'est quoi? C'est des financières, des banques, c'est des cycliques, des entreprises cycliques, donc sensibles au cycle économique, comme les producteurs d'automobiles ou des producteurs de biens de consommation, très sensibles en fait à la consommation des ménages. Donc ça va et ça vient. Et donc depuis quelques temps, depuis maintenant longtemps, quelques mois, les observateurs nous disent il faut acheter de la value maintenant. La growth, c'est fini, ça a beaucoup surperformé. L'année dernière, d'ailleurs s'il fallait revenir sur des chiffres plus lointains, hein, ça ne fait pas depuis l'année dernière que ça Ça fait surperforme. 15 Ça ans. fait 15 ans, dans des proportions colossales, c'est-à-dire 60% de surperformance. Oui, c'est le graphique qu'on Donc voit à voilà, l'écran. que ce soit en Europe d'ailleurs, aux États-Unis. Hein, donc on est sur des niveaux mais absolument colossaux. Donc ça fait longtemps en fait que les gens achètent et privilégient les boîtes avec des perspectives de croissance élevées et de la visibilité. Donc maintenant la question qui se pose, c'est depuis 6 mois et la stratégie de vaccination annoncée début novembre, beaucoup de gens ont dit ça y est, c'est fini pour les grosses, il faut revenir sur les values. Alors très peu de temps, on a effectivement un élastique qui était très tendu. Donc les valeurs qui avaient été décotées, qui avaient été massacrées l'année dernière, ont vite rebondi. Mais en réalité, depuis la mi-novembre dernier, les values ne performent pas mieux que les valeurs growth. En réalité, c'est ni l'un ni l'autre. Le pari value versus growth est un pari dangereux aujourd'hui. Et d'ailleurs que nous ne préconisons pas. Dire que n'acheter que des financières, n'acheter que des producteurs automobiles, avec quand même le niveau d'incertitude, et vendre toutes les technos et toutes les valeurs de santé dans un monde qui est de plus en plus technophile, quoi qu'il se passe, crise de Covid ou pas, dans un monde qui vieillit, donc dont les besoins entre guillemets d'accompagnement en termes de santé vont être énormes, et dans un monde de plus en plus connecté sur les autres secteurs d'activité, télécom, etc. Vous avez compris que c'est quand même un pari franchement osé que de dire il ne faut plus de growth et il ne faut que des values, que la valeur massacrée. Ça, c'est bien un sujet d'investisseur, on va dire. Quand même, à la base de l'investissement, à la base de l'achat, il y a l'envie.
Acheter uniquement, enfin l'envie des investisseurs d'acheter durablement que des banques et que des vendeurs d'auto, hormis un peu Tesla, parce que ça c'est plutôt le côté techno en fait qui vendent plus que le côté auto, ça paraît quand même assez osé. Et donc c'est un pari qu'on ne recommande pas. En fait, depuis 6 mois, on vous dit, c'est ni l'un ni l'autre. Ce qu'il faut faire, et donc c'est ce que nous disent d'ailleurs les marchés. Justement, je voulais y venir parce que il y a ce discours, cette doxa quasiment. Il faut acheter de la value, c'est le moment. Les heures de la croissance sont révolues. Et c'est vrai que quand on regarde donc ce graphique sur 15 ans du ratio value growth, ben, il baisse. Ça veut dire que la value baisse par rapport à la croissance. Voilà, sous-performe, pas baisse, mais sous-performe par rapport à la croissance. Et maintenant, regardons un graphique sur 6 mois, alors que ça fait bah, À peu près 6 mois hein, qu'on en parle. qu'on en parle. Alors oui, il y a eu un pseudo-réveil, mais en fait, sur 6 mois, ça n'a pas fait, rien fait. Ça n'a rien Depuis fait. mi-novembre, on est à peu près même, je crois que l'indice qui représente les entreprises du secteur de la value sous-performe de 2%, 2,5%. L'indice qui représente les valeurs grosses. Donc en gros, c'est l'épaisseur du trait. Donc c'est kiff-kiff, bourricot. Ce qui est amusant quand même chez les investisseurs, c'est pour autant, depuis 6 mois, on vous dit, non, il faut acheter la value par rapport au gross. Et à chaque fois, on vous le dit, quand vous voyez, prenez le graphique, hein, on vous le dit toujours dans les petits segments de hausse. Donc oui, il y a quelques semaines durant lesquelles le value surperforme par rapport au gross, mais juste après, en fait, la gross surperforme par rapport au value, et grosso modo, on est dans une forme d'oscillation. Et au-delà de ça, je crois, en tout cas, c'est notre point de vue sur les marchés, que le pari principal à faire, ce qu'il faut retenir de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est, vous avez compris qu'on est plutôt, en tout cas, on n'est pas inquiet à court terme, à court et moyen terme. Pour autant, on n'est pas très haussier sur les marchés. On passe qu'on est dans des marchés qui risquent de se stabiliser, quelle que soit la classe d'actifs. Les marchés actions sont chers, mais ils vont se maintenir à des niveaux chers. Mais le potentiel de hausse est relativement faible, donc oscillation. Les marchés obligataires sont chers, c'est-à-dire que les taux d'intérêt sont bas, mais ils ne vont pas bouger, ils vont rester autour des niveaux actuels, oscillation, etc. Et c'est ce qu'on vient. Donc les marchés value versus growth, ça va osciller autour des niveaux actuels. Donc la réalité, c'est que notre point de vue aujourd'hui, c'est qu'il faut faire peu de paris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la génération de performance, donc on n'est pas à la veille du grand soir, quelle que soit la classe d'actifs, ça c'est quand même ce qu'il faut retenir à court terme. Pour autant, les potentiels de hausse généraux sont déjà beaucoup consommés, donc pas beaucoup de perspectives à la hausse, mais pas beaucoup d'inquiétudes à la baisse, donc des marchés d'oscillation. Et ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'en fait qu'il ne faut rien faire. Donc il faut avoir des actions, il faut avoir des obligations, il faut avoir un peu toutes zones géographiques confondues, tous secteurs d'activité confondus, des technos, mais aussi des vendeurs d'auto et des bancaires dans le monde dans lequel on vit actuellement. Et la génération de performance, vous allez la faire à travers de la sélection. Ça arrive, hein, même ça arrive plutôt souvent. Hein, donc de la sélection au cas par cas. Sélection au cas par cas. Dans le marché des actions, ce n'est pas growth versus value. C'est la valeur au sein du secteur growth que vous repérez et qui a un potentiel de hausse certain parce qu'elle est plus adaptée au monde qui vient que son comparable. Pareil dans la value. Pareil sur les marchés actions, pareil sur les marchés obligataires. Donc de la sélection de valeur sur les marchés actions, de la sélection de valeur dans le marché obligataire. C'est grâce à ça que vous allez, entre guillemets, pouvoir générer de la performance. Dans des marchés qui sont finalement des marchés à leur prix, c'est-à-dire qui risquent d'osciller autour des niveaux actuels. Un petit aparté quand même pour donner la perspective aux internautes hein, sur ce sujet. Il faut quand même avoir en tête sur les marchés actions, lorsque vous analysez les mouvements de marché sur un siècle, il faut avoir en tête que sur les marchés américains, hein, 44% du temps, les marchés actions sont dans un marché d'oscillation, un marché sans tendance. Et c'est ce qui est compliqué. Avec des variations de 7, oui, 8%. En gros, plus 7, moins 7. Mais en fait, c'est dans un tunnel qui n'a pas de direction fondamentale. Et c'est quand même ce qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que les marchés actions, ou d'ailleurs tout comme les marchés obligataires, il n'y a pas que deux stades. C'est pas, la vie n'est faite ni de noir ni de blanc. C'est aussi vrai sur les marchés actions. C'est pas soit les marchés montent, soit les marchés baissent. Il y a aussi des moments, et des moments qui ne sont pas si rares que ça, durant lesquels en fait, les marchés ne font pas grand-chose en général. Et dans ces conditions de marché-là, c'est pour ça du coup, qu'il ne faut pas faire des grands paris, il faut avoir un peu de tout, mais très sélectif pour aller repérer justement les bons acteurs des mauvais dans ces conditions de marché tout à fait particulières. Donc pas de paris sur des thématiques et pas plus de paris géographiques alors. Non, il faut avoir autant de Chine, enfin autant. Il faut avoir des portefeuilles qui sont équilibrés, diversifiés. Parce que dans un monde dans lequel
En gros, les forces positives équilibrent les forces négatives. Les opportunités sont compensées par les risques. Dans un monde grosso modo sur la ligne de crête, eh bien, faire des différences fondamentales, très tranchées, c'est prendre un risque, entre guillemets, démesuré. Donc non, il faut au contraire avoir un peu de tout, mais par contre être sélectif sur le niveau du dessous. C'est-à-dire moins de grandes thématiques et plus de sélection, plus de précision pour les connaisseurs, c'est-à-dire plus de gestion active et moins de gestion passive. Pierre, merci. Merci Vincent.